J'enchaîne maintenant avec la présentation de Alexandra Calmy, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, donc j'ai le rôle difficile de la remplacer, mais on va essayer de faire le mieux possible. Alors cette présentation devrait rappeler des souvenirs à ceux qui, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, mais ceux qui se souviennent des débuts du sida et des manifestations initiales du sida avec des infections à mycobactéries non tuberculeuses disséminées. Alors, il s'agit en fait d'un cas qui a été suivi essentiellement par les maladies infectieuses et par la psychiatrie, comme vous le verrez dans un instant, et pour lesquels nous avons aussi été sollicités. C'est l'histoire d'une femme de 43 ans qui se décrit comme étant en bonne santé habituelle. Elle travaille dans une ambassade d'un pays subsaharien. Elle est en Suisse depuis 5 ans. Elle a des antécédents d'un trouble dépressif, rien de plus spectaculaire. Début octobre, elle est conduite aux urgences par sa fille parce que depuis 3 jours, en fait, elle a une parésie et des paresthésies de l'hémiphase gauche par intermittence. Et en fait, elle a déjà eu un bilan neurologique et une imagerie en ville qui est normale. Et aux urgences, lors de l'évaluation, elle a des épisodes de mutisme un peu curieux de quelques minutes. Le reste de l'anamnèse et du status est sans particularité. Elle a des investigations étendues, consciencieuses. On en retire une tachycardie, une biologie un petit peu perturbée avec une anémie microcytaire lambochrome, une leucopénie, une thrombocytose. Et puis alors des investigations neurologiques étendues qui comprennent ponction lombaire, angio-CT et IRM qui sont dans la norme. Sur cette base-là, au vu des examens somatiques qui, a priori, permettent d'exclure une cause organique évidente, elle est prise en charge par nos collègues psychiatres et elle va finalement rentrer à domicile avec une recommandation de consultation ambulatoire. 3 jours plus tard, elle revient avec des propos incohérents, avec des bizarreries du comportement et toujours ces paresthésies du visage. Son statut psychiatrique révèle cette fois un discours pauvre, non spontané, un sentiment de persécution, des hallucinations visuelles et auditives, des rires immotivés. Elle écrit dans le vide et elle est totalement anosognosique. Et elle est à ce moment-là admise en milieu psychiatrique spécialisé pour une décompensation psychotique et mise sous traitement neuroleptique. Elle va passer 10 jours donc, dans un environnement psychiatrique adapté, et puis il va y avoir différentes difficultés liées à son traitement neuroleptique avec des problèmes extrapyramidaux. Et finalement, après 10 jours, elle est hospitalisée pour un état fébrile qui a été imputé initialement à un syndrome malin ou neuroleptique. Quand elle arrive aux urgences, il y a un ralentissement psychomoteur qui est important, une fatigue. Le reste du status est à nouveau non contributif. Vous voyez qu'elle est tachycarde, elle est fébrile cette fois. Elle a donc des marqueurs au status neurologique de l'imprégnation de neuroleptiques avec des signes extrapyramidaux. Et puis biologiquement, un petit syndrome inflammatoire, une hypokaliémie, cette anémie qui s'est aggravée avec cette thrombocytose qui s'est aussi un petit peu aggravée, des frottis pour le SARS qui sont négatifs. Elle est admise au SMIG où elle fait des pics fébriles récidivants dont on n'a pas tout de suite l'explication et mise sous un traitement sédatif non neuroleptique. Et puis, les examens complémentaires qui sont faits au SMIG montrent initialement peu de choses, des petites perturbations de la test hépatique, des hémocultures initialement négatives, à nouveau une imagerie cérébrale, parce qu'on se pose vraiment des questions qui restent dans la norme, et finalement, un avis de nos collègues infectiologues conduit à un dépistage large comprenant le VIH et toute une série d'autres pathologies virales et la syphilis. Le dépistage est positif pour un VIH avec une virémie élevée, une typisation lymphocytaire qui montre un effondrement de son immunité, une virorachie discrète mais tout à fait significative, alors que les autres examens sont négatifs et le CT thoraco-abdominal ne montre pas de foyer infectieux identifié. Donc le diagnostic qui est retenu à ce moment-là, c'est celui de manifestations psychiatriques liées à une infection VIH de stade avancé et on débute un traitement antirétroviral rapidement. Très rapidement après, en fait, il y a des hémocultures qui se positivent pour des barres. Donc on voit des barres à l'examen microscopique d'hémoculture. Donc ça, c'est un événement quand même qui n'est pas banal. Ça traduit une charge bactérienne absolument colossale. Et donc, étant donné la sévérité de l'immunosuppression de cette patiente, elle est mise sous un traitement qui peut couvrir à la fois une mycobactérie tuberculeuse et non tuberculeuse. Et c'est en fait quelques semaines après qu'on aura le séquençage qui démontre la présence de bactériémie à Mycobacterium avium avec un traitement qui est adapté.
Dans la suite de la prise en charge de cette patiente, on note la persistance des pics fébriles, même jusqu'à 1 mois après l'introduction d'un traitement approprié, le bilan neurologique et l'imagerie qui reste dans la norme, la recherche de végétation par échographie transthoracique puis transœsophagienne qui est négative, une imagerie thoraco-abdominale à la recherche de foyers d'abcès, disons, de mycobactéries qui reste négatif, une PBF faite tout récemment qui montre une hépatite granulomateuse, une ponction biopsie de moelle qui ne montre pas d'anomalie, et puis au vu de la persistance du tableau clinique, donc on ajoute à sa médication 2 traitements parentéraux pour essayer de mieux contrôler la situation. Vous avez ici un PET-CT qui a été fait pour essayer de voir s'il y avait d'autres collections qui avaient été ratées avec une imagerie conventionnelle. Et ce que vous voyez sur ces images sont essentiellement des adénopathies cervicales, médiastinales et abdominales, avec une splénomégalie sans autres lésions. Donc l'évolution est celle de la persistance d'hémoculture positive pour Mycobacterium avium intracellulare, donc 4 sous-traitements empiriques, avec malheureusement une possible résistance à la rifampicine et à l'éthambutol qui nous est prédite par le génotypage des souches par le laboratoire de Zurich. Et en plus, cette patiente développe, pour simplifier les choses, un syndrome d'activation macrophagique qui va justifier un traitement d'étoposide. Ce syndrome est vraisemblablement déclenché par l'infection VIH et peut-être que le MAI y participe. Alors, Alexandra Calmi avait voulu résumer en fait le lien entre le MAC, donc le complexe Mycobacterium avium et le VIH. Comme on l'a dit au début, c'est une association bien connue, c'est une association ancienne qu'on ne voit plus parce qu'on ne voit plus les gens aussi immunosupprimés dans leur infection VIH. C'est une complication tardive de la maladie lorsque les CD4 sont très abaissés, au point qu'il y a même une relation inverse entre le taux de CD4 et l'incidence de l'infection disséminée à Mycobacterium avium. Vous voyez ici qu'en dessous de 25 CD4 par microlitre, en fait, on peut avoir jusqu'à 25 à 40% d'infections à MAI qui sont rapportées. La meilleure prévention, c'est bien sûr l'instauration du traitement antirétroviral. Il n'y a pas d'autre prophylaxie qui est recommandée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc on recommande quand même chez des gens qui ont un diagnostic initial de VIH et qui ont des CD4 inférieurs à 100 par microlitre, des hémocultures systématiques pour recherche de mycobactéries. Voilà cette situation assez spectaculaire. C'est un cas qui est encore en cours et qu'on suivra. Donc, une présentation d'une infection VIH avancée avec une co-infection sévère disséminée à MAI, atteinte ganglionnaire, atteinte hépatique et bactériémie. Donc, une affaire à suivre. Je vous remercie pour votre attention.